Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat hebdo de la Bourse au quotidien. Comme d'habitude, je suis en compagnie d'Éric Lewin et de Philippe Béchade pour décortiquer l'actualité économique, financière et boursière de la semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons parler principalement des taux, puisque donc l'OAT français est par exemple à plus de 1,10 points de rendement. Il a pris 107 points de base depuis septembre. Le Bund allemand a pris 70 points de base. Le spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, augmente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les marchés price un risque énorme sur la dette française? On va commencer avec Philippe. Il y a plusieurs choses dans l'écartement des spreads. L'Allemagne est un pays en excédent. Donc c'est un pays qui va émettre de moins en moins de dettes d'État. De ce fait, déjà, vu la rareté du papier, vu que la BCE continue de ramasser tout ce qui sort, il est évident que mécaniquement, le Bund, de toute façon, était voué à voir son spread s'écarter. Imaginons même que l'OAT soit resté à 0,10, voire à 0. C'est le Bund qui, lui, aurait éventuellement accéléré à la baisse à moins 0,3, moins 0,4, moins 0,5. Oui, mais là, Philippe, le Bund allemand est parti de moins 0,4 en mars et l'été dernier, et là, il est à plus 0,4. C'est-à-dire que la dette allemande aussi commence à être un petit peu pricée comme étant du risque. Est-ce que c'est global sur l'Europe? Alors, ce n'est pas vraiment le risque qui est pricé sur la dette allemande. C'est pour ça que je voulais séparer les deux thématiques. Il y a ensuite la thématique reflationniste. Et où l'inflation est-elle la plus forte en ce moment? En Allemagne, alors un peu plus même en Espagne, mais en Allemagne. L'inflation ressurgit partout. Alors après ça, il y a deux façons de la voir, l'inflation. Certains diront que c'est l'effet de base, mais c'est un petit peu moi mon point de vue, c'est-à-dire que par rapport à janvier 2016, les prix de l'énergie, les prix des matières premières se sont nettement redressés. Donc on a un effet reflationniste mécanique. Ensuite, il faut regarder ce qu'on appelle l'inflation en core, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation, énergie, variable volatile. Et là, on s'aperçoit que ça reste quand même très mesuré, puisqu'on est à plus 0,9 en Allemagne. On est loin de l'objectif des 2% de la BCE. Même en Angleterre, où l'inflation se rapproche ou dépasse légèrement les 2%, McCartney hier déclarait que de toute façon, sa vision c'était l'effet de base et qu'on pouvait se permettre un overshoot, c'est-à-dire un léger dépassement de l'objectif parce que d'après lui, la croissance, l'inflation core restait tout à fait modérée et que les choses allaient tout simplement rentrer dans l'ordre d'elle-même. Et puis, il y a évidemment le troisième facteur qu'on essaie de nous vendre depuis une semaine, c'est-à-dire que l'incertitude politique en France fait que le spread français se détache, se décorrèle de l'Allemagne, de la Belgique. Alors, restons quand même très mesurés. Par rapport aux 10 ans belges, il y a 10 points. Et par rapport au Bund, il y a effectivement maintenant 65 points. Mais si on regarde l'Espagne... Mais c'est l'évolution qui est importante. Alors là. Justement, par rapport à l'Espagne où il n'y a pour l'instant pas d'incertitude politique, sauf peut-être Rajoy qui menace Barcelone et les indépendantistes, mais bon, il n'y a pas de véritable incertitude politique. Et pourtant, la tension des taux espagnols, elle est supérieure à celle qu'on observe sur l'OAT. Alors c'est vrai qu'il y a une incertitude politique Elle est très proche. Parce que j'ai regardé en septembre le Bonos espagnol, donc le 10 ans espagnol était à 0,8, là il y a 1,7. Donc c'est quand même très proche de la tension qu'on observe sur le 10 ans français. Il n'y a que l'Italie, j'ai vu, qui nous dépassait, puisqu'elle est passée de rendement des taux à 1% à être à 2,3 actuellement. Donc c'est comme si vraiment en France on priçait, alors tout le monde nous dit le risque Fillon, le fait que le Fillon Gate. Eric... Deux choses sur les taux d'intérêt. Il y a deux choses qui se passent quand même. Il y a un peu un risque économique dans la mesure où la zone euro va mieux. Alors, c'est pas encore des grandes croissances, mais il y a eu cette semaine des perspectives d'emploi dans la zone euro qui sont au plus haut depuis 3 ans, avec une croissance qui sera entre 1,6 et 1,7%. Et puis, il y a quand même l'inflation. Alors, je suis assez d'accord avec Philippe sur le corps inflation qui n'est que de 0,8% en Allemagne, mais il y a quand même, hors inflation, on est quand même sur des niveaux de 1,8 à 1,9%. Et certains se disent qu'avec ce niveau d'inflation quand même, on ne peut pas avoir un niveau de taux aussi bas. Alors maintenant, sur le risque politique, moi j'ai un peu regardé les sites américains mercredi après-midi. MarketWatch ne parlait que de ça, c'est-à-dire du risque Fillon. On avait jusqu'à maintenant une certaine confiance selon laquelle soit Fillon, soit Macron, c'est-à-dire les mondialistes,
serait élu président de la République, avec tout le Fillon-gate, le Penelope Gate, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il y a quand même une certaine tension sur les taux. Par exemple, entre le 10 ans français et le 10 ans espagnol, il y avait 170 points de base d'écart il y a 2 mois, il n'y a maintenant plus que 65 points de base. C'est-à-dire qu'il y a un risque quand même Fillon qui vient sur les marchés. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que le programme de Fillon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas François Fillon, c'est pas le débat, était quand même un programme cohérent en termes économiques. Macron n'a absolument pas dévoilé son programme, si ce n'est que cet ISF qui serait sur l'immobilier et non pas sur les assurances. Du côté de Hamon, il n'y a pas tellement de programme cohérent avec ce revenu universel, on va dans le mur. Et puis quant à Marine Le Pen, bref, c'est strictement n'importe quoi avec augmentation des droits de douane, sortie de la zone euro, enfin bref, du délire absolu. Donc les investisseurs, notamment britanniques et américains, eux, ils n'ont pas un raisonnement, si vous voulez, comme nous. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, voilà, Fillon va partir, sans doute, il y a un risque, et si Marine Le Pen était élue, eux ne regardent pas les rapports de force en se disant que de toute façon, même s'il y avait un deuxième tour, Macron-Le Pen, il n'y a aucune chance que Marine Le Pen soit élue. Eux raisonnent comme ça, et c'est pour ça qu'il y a une petite tension sur la dette européenne. Alors pour l'instant, c'est soutenable sur les marchés, c'est-à-dire que les marchés n'ont pas décroché sur les marchés actions, mais attention parce qu'on pourrait commencer quand même à avoir des secousses si à mon avis on dépassait les 1,50, 1,60. Pour l'instant, on est à 1,10. Mais c'est vrai que quand on avait des taux quasiment négatifs, c'était aussi n'importe quoi. Donc ce que je veux dire là, c'est qu'on a une normalisation classique en période de légère reflation de la courbe des taux européenne. D'accord, mais alors Philippe, si les marchés commencent à pricer, les marchés américains commencent à pricer un risque de sortie de la zone euro de la France, puisque c'est comme ça qu'ils réfléchissent, Eric nous l'a dit, et ils envisagent éventuellement que Le Pen soit élu, donc le programme de Marine Le Pen étant de sortir la France de la zone euro. Est-ce que plus les élections vont se rapprocher, plus on risque pas d'avoir une tension sur les taux qui va devenir insoutenable pour la France ? Alors, il ne faut pas faire d'amalgame. Effectivement, le Brexit, personne n'y croyait, est arrivé. Trump élu, c'était pas possible, il a été élu. On se dit, alors maintenant, Marine, pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, vu de l'étranger, quand on est dans l'impensable et qu'il se manifeste par 2 fois, on se dit jamais 203. Bon, je pense que là, le raisonnement est vraiment un petit peu court. Ou jamais 304 avec le référendum italien. Voilà, c'était quand même largement anticipé. Il faut regarder aussi aux États-Unis où vont s'arrêter les taux. Pour l'instant, ça a testé 1, 2 fois, 2,50, 2,60, c'est revenu. Aux États-Unis, les économistes, les stratèges l'ont écrit, au-delà de 2,60, c'est un seuil de douleur, au-delà de 2,60, ça ne va plus. Bon, même si c'est pas vrai économiquement, même si ça ne va pas changer grand-chose que les taux soient à 2,70 plutôt que 2,50, psychologiquement, on pense que c'est la ligne rouge. Voilà, le marché, il a sa psychologie. Il ne faut pas franchir la ligne rouge. En France, les taux, ils seront à quoi ? Ils sont à 1,10. On a en France une croissance à 1,10. Quelque part, c'est complètement cohérent. Sauf que pour rajouter ce que vient de dire Philippe, que je n'appelle plus Fifi, parce qu'on a beaucoup de remarques d'auditeurs en disant que j'étais un petit peu... on sait que vous êtes amis. En fait, ce qui se passe, c'est que la dette est passée entre 2008 et 2017, grosso modo, de 1200 milliards d'euros à 2100 milliards d'euros. Dans le même temps, la charge de l'intérêt, c'est-à-dire ce qu'on rembourse tous les ans, est passée de 50 milliards à 44 milliards. Donc, paradoxalement, la charge de la dette a fortement baissé, alors que la dette a augmenté. Oui, et donc, si les taux remontent, mécaniquement, la charge de la dette va augmenter et il y aura encore d'autres problèmes pour le budget. On est quasiment à 98-99% en termes de PIB. Bref, il y a quand même certaines incertitudes. Alors, c'est sûr que c'est pas dramatique, je suis d'accord avec Philippe, mais il faudrait pas dépasser quand même les 1,5, les 1,6 avec une forte tension, parce que ce qu'il peut y avoir aussi sur les marchés, on va revenir au marché actions, c'est que le problème, c'est que si les taux à 10 ans en France passent de 1,10 à 1,50 en 1 an, il n'y a aucun problème. Maintenant, tout est un problème de volatilité sur les marchés. Si ça va extrêmement vite, ça peut déstabiliser les marchés actions. Et là, on rentre dans un autre paradigme, c'est-à-dire qu'on aura une forte tension des taux longs avec une forte chute des marchés actions. Alors, je reviens, moi, sur la comparaison du taux de refinancement au taux de croissance. En France, indice de croissance, des taux à 1,10. Bon, quelque part, c'est cohérent. Mais ça veut dire que ça annule la croissance. Aux États-Unis, on est retombé à 1,6, 1,7, ça sera certainement révisé. Allez, on va dire à 2. On va prendre 2 pour faire un truc qui est simple. Si on a des taux à 2,60, ça veut dire que les États-Unis ne produisent plus de richesse. Leur croissance leur coûte. Et alors, je ne parle pas là de l'Italie, qui est pratiquement à 0 de croissance et avec une dette à 2,60. Là, ça devient quand même assez angoissant. Ce n'est carrément pas tenable. Alors maintenant, l'euroscepticisme, la France qui sort de l'euro.
Pour l'instant, c'est pas envisagé. Mais vous avez de l'euroscepticisme en Hollande, vous en avez beaucoup en Italie, vous en avez quand même pas mal en Espagne. En fait, ce qui pourrait se dessiner, c'est pas que la France sortirait toute seule dans son coin et ferait son Brexit ou son Frexit en solo. C'est tout simplement tous les pays du Sud qui pour l'instant doivent se débattre avec une devise totalement inadaptée à leur réalité économique, eh bien cela resterait groupé et c'est l'Allemagne qui pourrait sortir par le haut. Et c'est quand même ce que les marchés ont l'air de jouer depuis plusieurs années quand ils achètent essentiellement des actifs allemands, pas seulement des actions, des obligations, mais également de l'immobilier. Donc là, il y a quand même un raisonnement de long terme qui est que l'euro n'est pas tenable et que si un jour l'euro doit se décomposer, en fait, il ne se disloquera pas, mais il pourrait se scinder entre un euro-marque et un euro-sud. D'ailleurs, le FMI, en début de semaine, a redonné un petit peu d'inquiétude en fixant la date du 20 février sur le sort de la Grèce, puisqu'elle a dit, voilà, en l'état, la dette de la Grèce n'est pas tenable, donc débrouillez-vous en Europe pour résoudre le problème, sinon, enfin, moi je me retire du dossier. Oui, la Grèce, ça y est. Là, mais l'Allemagne ne veut pas payer, donc on a vraiment une tension sur la zone euro. C'est la saison 7. 7 ah voilà. Oui, on en a 7. Et je ne sais pas si Netflix a commandé une saison 8, une saison 9, mais voilà, on trouvera encore un compromis bancal, je suis à peu près certain de ça. Pour rebondir sur le 10 ans américain à 2,5, ce que tu oublies, Philippe, c'est qu'avec Trump, avec clown premier à la tête des États-Unis, certains investisseurs dans la finance new-yorkaise que tu n'aimes pas trop prévoient une croissance de 4%. En se disant les dépenses d'infrastructure 1000 milliards, la baisse d'impôts sur la société, etc., sans s'apercevoir qu'il multiplie les gaffes. La semaine a été cauchemardesque, il s'est fâché avec l'Iran. Il a signé combien de décrets là 18, 19 avec l'Australie, il accuse la Chine d'avoir une monnaie surévaluée, le Japon d'avoir une monnaie surévaluée, l'Allemagne pareil. Bon, sous-évalué pour la Chine. Oui, sous-évalué de faire du dumping. Sous-évalué. Même pour donc c'est absolument... Il a causé aussi l'euro. Donc c'est absolument n'importe quoi, son protectionnisme n'a pas de sens, il pourrait y avoir une action des grandes sociétés technologiques américaines aux États-Unis en justice parce qu'eux ont besoin d'immigrer. Bref, on a le sentiment que sur le 10 ans américain, les 2,60 ne sont pas justifiés compte tenu de la croissance actuelle de l'économie américaine, mais pourraient l'être si on croit aux 4% de croissance. Moi, paradoxalement, je ne crois pas du tout, pourtant je suis un éternel optimiste, mais je ne crois pas du tout aux 4% de croissance. Je pense que Trump va mettre les États-Unis dans le mur, son protectionnisme n'a aucun sens, les droits d'âne n'ont aucun sens, tout peut se retourner contre lui, les Chinois peuvent vendre des bons du trésor, bref. Attention à ces marchés américains, je disais la semaine dernière qu'on pouvait avoir une rechute des marchés américains, on a été voir 20 100, 20 110 points, Philippe connaît mieux que moi les points précis, là on est autour de 19 700, 19 008, moi j'ai le sentiment qu'on peut continuer à baisser s'il continue ses conneries, parce que franchement, clown premier, il faudrait vraiment qu'il arrête. Un dernier mot, après on passe au marché action un petit peu pour faire justement, d'accord, je fais la transition. Super. Wall Street en fait est maintenu en lévitation par les GAFA. Oui. Vous prenez par exemple... Alors les GAFA, rappelez. Google donc devenu Alphabet, Apple, Facebook, Amazon. Bon. Il y a eu la fameuse séance du mercredi 1er février, très intéressante puisque Apple, avec 111 millions de titres échangés, ce qui représentait quand même quelque chose comme 13 milliards, c'est-à-dire en fait 3 fois ou 4 fois ce qui s'était échangé le jour même à Paris, Apple a permis à tous les indices américains de clôturer dans le vert. S'il n'y avait pas eu Apple, tous les indices étaient dans le rouge. Vous rajoutez Facebook, qui a également atteint son plus haut historique. Alors Amazon a déçu cette fois-ci, mais... c'est au plus haut historique aussi, Amazon. C'est exactement au plus haut historique. C'est-à-dire que si vous prenez les 4 GAFA, et que vous prenez le reste de la cote américaine, vous vous rendez compte qu'il y a probablement 50% de titres qui sont complètement à l'arrêt ou qui ont entamé leur repli, et vous avez ces 4 titres qui maintiennent les indices en lévitation. Et j'insiste sur une chose, c'est que si Apple dégage des cash flows extraordinaires, on est à 225 milliards, je rappelle que toutes les entreprises françaises distribuent chaque année entre 50 et 55 milliards de dividendes. Regardez le paquet de cash que représente Apple. C'est absolument phénoménal. Mais quand vous regardez les autres entreprises, vous vous apercevez que les chiffres d'affaires en 2016, malgré cette progression de 7,5% des bénéfices, mais quand vous retirez ceux d'Apple et ceux de Facebook, ceux d'IBM et d'Exxon, quand vous retirez 5 ou 6
cash cows, c'est-à-dire des vaches à lait de dividendes, vous vous apercevez que les entreprises américaines, dans leur grand ensemble, les bénéfices ne progressent pas et surtout les chiffres d'affaires sont les plus mauvais qu'on ait observés depuis 2010. Alors moi, en fait, il y a 3 questions à se poser sur les valeurs technologiques en ce moment. On est dans des valorisations un petit peu stratosphériques. Moi, j'ai bien regardé Amazon. Amazon, c'est pas mal, hein, plus 22% en termes de chiffre d'affaires sur le premier trimestre. Le problème, c'est 107 milliards. Ouais. C'est quand même pas mal, 43 milliards de dollars, ce qui est pas mal. Maintenant, il y a un problème de rentabilité qui est toujours faible. On est à 3,5%. En marge nette, on est à 2%. Et surtout, ça vaut 88 fois les bénéfices. Contre Alibaba à 24 fois. Donc c'est un petit peu cher. La deuxième question à se poser pour moi qui est très importante, c'est jusqu'à quand ça va continuer ? Oui, parce alors que qu'on là, attend la valorisation. On a l'impression qu'on est vraiment au bout du bout. On attend l'introduction de Snap, qui est la maison mère de Snapchat. Alors moi, ouais. je ne fais pas de Snapchat, mais je ne sais pas si le fils de Philippe en fait, il doit être sur Snapchat, avec les photos, etc. Le problème, c'est qu'ils ont fait 400 millions de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier, ils ont perdu 300 millions, et ils attendent une valorisation entre 20 et 25 milliards de dollars. Donc on m'explique, alors on va me dire oui, mais ils augmentent par 10, par 15 le nombre d'utilisateurs. C'est la grande interrogation. Et puis ce que j'ai trouvé très rigolo cette semaine, ça date de cette nuit, c'est qu'Apple a fait un emprunt obligataire. Oh, ah bah oui. Pour la première fois alors? Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. 8 à 10 milliards. C'est pour distribuer les dividendes. Avec une... Pour ne pas rapatrier ce qu'ils ont dans les paradis fiscaux, ils empruntent chez eux, ils empruntent de l'argent, double bénéfice. Et trois fois, ils veulent lever entre 8 et 10, il y a une demande de 30 milliards. Ils en profitent aussi parce que comme les taux longs ont tendance à monter, il y a beaucoup de sociétés qui se bousculent au portillon. Je crois que sur le mois de janvier, il y a dû avoir 70 milliards d'euros. Là, je reviens à l'Europe, qui ont été levés par les entreprises européennes parce qu'ils se rendent compte que les taux augmentent. Donc, on risque d'avoir dans les semaines qui viennent des emprunts obligataires dans tous les sens par des sociétés qui se disent attention, on va avoir une pontification de la courbe des taux. Donc, on va venir sur le marché obligataire. Voilà. Donc, Apple, grâce à cet emprunt, peut laisser tout son cash dans les paradis fiscaux, une 70 de mémoire. Et les charges d'emprunt sont déductibles des bénéfices absolument colossaux qu'ils réalisent. Donc vraiment, ils auraient eu bien tort de se priver. Alors à propos de Facebook, moi j'ai remarqué un truc qui me laisse quand même sceptique. Ils viennent de réévaluer le revenu par abonné de 15,80 $ à 19,80 $ d'un trimestre sur l'autre. Ça, c'est sur Amérique et Canada. Et là, je me demande si c'est quelque chose qu'ils évaluent, on va dire, un petit peu de façon discrétionnaire. Je me demande là s'ils y vont pas un peu fort. Dernière chose avant de vous quitter et de partir, l'événement de la semaine c'est Dassault Systèmes, encore des résultats incroyables, 31% de marché opérationnel, dans l'éditeur de logiciels 3D ce sont les rois du monde, c'est totalement hallucinant. Maintenant là encore, le titre on est un peu cher, je crois qu'on est 28 fois le PER, et ce qui est incroyable c'est qu'ils ont quand même la même rentabilité qu'Hermès. C'est-à-dire qu'un éditeur de logiciels fait la même rentabilité opérationnelle qu'Hermès, ce qui est énorme. Le titre, on est quand même sur des niveaux un peu stratosphériques, mais avec Dassault Systèmes, comme c'est la société qui ne déçoit jamais, ou même quand elle déçoit... l'année dernière, elle avait déçu quand même. Oui, on perd 12%, puis après on prend 35% en ligne droite. Donc c'est des mini-déceptions. Sans doute l'un des plus beaux titres à Paris. Je regrette quand même, et je finirai là-dessus, que Dassault Systèmes ne soit pas au CAC 40, parce que Dassault Systèmes, c'est quand même 20 milliards de capitalisation boursière, plus gros que Carrefour avec 17, plus gros que Peugeot avec 14, et au même niveau que Michelin. Donc je ne comprends pas pourquoi, alors qu'on veut dire que la high-tech française est vraiment un domaine d'exception, pourquoi on ne met pas Dassault Systèmes et pourquoi on garde parfois quelques croûtes. Le comité scientifique d'Euronext va se pencher sur la question, certainement. Bien. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons la semaine prochaine comme d'habitude. En attendant, vous pouvez vous connecter au site La Bourse au quotidien pour retrouver les analyses d'Éric et de Philippe tous les jours. Merci et bonne semaine.